sérieux. Ce n'est pas acceptable dans un pays qu'on ait un cimetière comme ça, en vrac, au cœur des habitations, et à côté, vous avez des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui doivent faire des forages pour pouvoir avoir de l'eau. Sachant que la nappe phréatique est un continuum, c'est une continuité, il y a des risques que des gens se retrouvent dans une situation pareille. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. On continue. Il y a un second message que je dois lire pendant qu'on y est. S'il vous plaît, excusez-moi. Je lis des messages entre plusieurs trucs. J'essaie de lire les messages. Aujourd'hui, comment ça se dit? Voilà. Il y a un compatriote qui m'a écrit un message assez poignant que j'ai voulu partager avec vous. Ce compatriote, c'est un expert comptable, selon ce qu'il dit. C'est un comptable agréé. Ce compatriote, c'est un comptable agréé. Il a quel problème? Il dit, bonjour monsieur le journaliste, veuillez nous aider. L'ONECA bloque le renouvellement de nos agréments. Alors, c'est quoi l'ONECA? Il dit, bon, je m'appelle tant, je suis togolais, vivant à Lomé, je suis un comptable agréé dans un pays où on prône l'auto-employabilité des jeunes au journal de 20 heures, et dans la réalité, on ne fait pratiquement rien pour aider cette jeunesse-là. On laisse un groupe de petits vieux et de petites vieilles malmener cette jeunesse comme bon leur semble. Effectivement, le Togo, c'est la gérontocratie. C'est difficilement que j'ai pu obtenir mon agrément, donc comptable agréé, à la cour d'appel de Kara. Et depuis l'année passée, c'est-à-dire 2024, moi et tous les jeunes comptables qui exercent en tant que comptable agréé, nous nous retrouvons confrontés au refus de la cour d'appel de Lomé, de la cour d'appel de Kara, de nous renouveler nos agréments. Derrière ce refus ou derrière cette machination, nous avons l'ONECA, je pense que c'est un ordre, l'ordre national des comptables agréés. Un groupe de petits vieux et de petites vieilles qui malmènent toute une génération de comptables sans que personne ne dise rien. Nous sommes des centaines, voire des milliers à avoir travaillé dans des cabinets d'expertise comptable appartenant à ces membres de l'ONECA. Après avoir passé 5 ans, 10 ans, à travailler pour eux et avec eux, nous avons acquis des compétences requises pour exercer en tant que comptable agréé. Mais ces personnes pour lesquelles nous avons travaillé durement se sont assises sur le système. Et bizarrement, les juridictions compétentes pour nous délivrer les agréments, les renouveler, se soumettent à leur dictature. Que ce soit à la cour d'appel de Kara, à la cour d'appel de Lomé, il n'y a plus moyen d'obtenir un agrément ou de renouveler votre agrément si vous en avez déjà. L'on se demande en vertu de quelle loi les juges des cours d'appel de Lomé de Kara se soumettent-ils à l'ONECA, ne serait-ce que pour l'argent. Le site internet de l'OTR indique qu'il y avait en 2023 171 878 entreprises en activité au Togo. Et sur le tableau de l'ONECA publié en 2024, on a un peu moins de 90 experts comptables. Ils sont sûrs de pouvoir eux seuls s'occuper de toutes ces entreprises. Pourquoi tant de méchanceté? Personnellement, je vous supplie de prendre quelques petites minutes de votre précieux temps pour vous pencher sur cette situation et d'en parler. J'ai espoir que, je suis sûr que vous en parlerez, quelque chose va bouger dans notre profession, car nous sommes nettement en retard par rapport au Bénin, à la Côte d'Ivoire, où la profession est mieux organisée. Donc voilà des jeunes comptables qui sont victimes de l'ordre des comptables. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la plupart de ces domaines qui sont spécialisés, sont organisés en ordre,
et les gens se plaignent. Les gens se plaignent qu'il y a des groupuscules qui bloquent les agréments ou les autorisations. Il n'y a pas que les experts comptables ou les comptables agréés qui se plaignent. Les transitaires, pour avoir un agrément, c'est la croix et la bannière. Il faut corrompre les gens au ministère de l'économie et des finances. Et il faut passer par ici, par là. Pour pouvoir avoir un agrément, c'est compliqué, les experts, les transitaires. Et pourtant, quand les étrangers viennent, on leur donne facilement les agréments. L'ordre des géomètres, c'est pareil. Les gens ont toutes les difficultés à avoir des agréments au niveau de l'ordre des géomètres. Et donc, ainsi de suite, l'ordre des pharmaciens et tout ça. Donc, il y a des clics, des banques organisées qui ont pris en otage ces ordres-là et qui en font leur propriété privée et qui décident, selon leurs humeurs, de donner l'agrément à qui ils veulent. Donc là, on a le compatriote qui est en train de pousser un coup de gueule par rapport à la cour d'appel de Kara et de Lomé qui refuse de leur délivrer les agréments. Donc, j'ai parlé de cimetière et je vais parler maintenant d'une situation assez cocasse au niveau du péage de AKP. Je voudrais que la technique puisse me passer les images de ce dont je vais parler. Un instant. On veut racketter les populations, on veut racketter les usagers, on met... Voilà, je ne sais pas si le micro était parti, c'est bon maintenant? Vous avez le son? Ok, et donc... au Togo, on multiplie les péages, parce qu'on veut racketter les usagers, on veut racketter les populations, on met les péages partout et nulle part. Il y a aucune raison, par exemple, vous vous arrivez à Ségbé, on met un péage là-bas, on vient mettre un conteneur, on met un péage, on oblige les gens à payer alors que les gens sont en agglomération, les gens sont en pleine ville, on met un péage en pleine ville et on divise les quartiers. Donc, il y a un péage à AKP. Il y a un péage sur la route qui a été refait par Ebomaf à la hauteur de AKP. Donc, je pense que c'était l'ancien péage qui a été repoussé un peu plus loin. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez que quand vous arrivez, avant d'arriver à AKP, il y a une congrégation des sœurs qui était depuis longtemps dans la bourse là-bas. Ce sont les sœurs Clarisse, c'est les sœurs pauvres dans l'ordre de Sainte-Claire, on les appelle les sœurs Clarisse. Ils ont une congrégation qui est installée dans la brousse là-bas depuis des années où les gens vont généralement prier, les gens vont s'isoler pour prier et tout ça. Et donc, il se fait que la construction du péage n'est pas loin de la voie qui mène au couvent des sœurs. Et même quand on faisait le péage là-bas, c'est par là qu'on faisait les déviations. C'est devant la clôture des sœurs qu'il y avait la déviation pendant qu'on était en train de construire le poste de péage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, si la technique peut multiplier les autres images, il se passe que sur cette voie-là que vous voyez, qui mène chez les sœurs, voilà, cette voie qui mène chez les sœurs, là, ils ont mis un péage. Vous avez vu la baraque qui est là-bas? Ils ont mis un péage informel qui empêche les gens aujourd'hui d'aller chez les sœurs là-bas. Ils estiment que les gens utilisent cette piste-là pour contourner le péage principal. Donc, ils ont mis une barrière là-bas et n'importe qui passe par là doit verser de l'argent à un monsieur qui reste là dans la cabine là-bas. Donc, vous payez une barrière pour rouler sur une piste. Mais c'est quand même incroyable. Ça dit, vous avez le grand péage qui est à côté, et le grand péage qui est sur la voie principale, et à côté, on a mis une petite barrière, un péage informel sur une piste. Vous voyez là où la voiture est là, c'est pour prendre la piste là. Vous voyez le monsieur là, c'est lui qui prend l'argent.
Le monsieur qui est sorti là, qui regarde la voiture là, c'est lui qui prend l'argent. Donc, vous passez sur cette piste-là, vous payez de l'argent, que ce soit la moto, que ce soit la voiture, vous payez de l'argent. Or, cette voie-là, elle mène chez les sœurs. Ce sont les sœurs qui ont tracé cette route-là, cette piste-là, depuis des années. Ceux qui connaissent Akepe savent que c'est la voie qui menait chez les sœurs depuis des années. Et plusieurs autorités allaient prier là-bas. Et même la mère de Fort Nassibé allait prier les sœurs là-bas. Elles ont un couvent et elles ont une chapelle là-bas où les gens viennent prier là-bas. Et donc, aujourd'hui, ils ont mis une barrière là-bas et les gens qui vont même naturellement chez les sœurs pour aller prier ne peuvent plus circuler aujourd'hui. Mais on ne peut pas, on ne peut pas gouverner un pays comme ça. Mais maintenant, comme des brigands, mais là et moi bon ça dans la file mais bon mais péage mais non on l'a tout fait là-bas on l'a tout fait mais les péages ils sont faits on prend l'argent du péage pour entretenir les routes. Dites-moi, la piste là, est-ce que c'est l'État qui l'a construit? C'est pas l'État qui a fait cette piste là. Ce sont les sœurs qui ont tracé cette piste là depuis plus de 20 ans. C'est les sœurs qui sont là-bas. Maintenant l'État vient mettre une barrière là-bas pour prendre l'argent chez les gens. Ça dit, et sont bien. Et nous, on les Togo, né aux Onleyi, et nous, Zangira, nous, Zangira, anti-voyage, à Kepea, nous, et nous, on l'a pas barak, comment les font. Né, on l'a hakon, on a ici, c'est quoi, on doit tout faire. Au point que Egbea, à mon couvert d'Onak Bénin, les sisters, on va télé. Si son temps, on a toi, je suis sûr qu'on a les sisters aussi. Voilà. Et moi, sister, on va vous bébé. Sister, on va pas bébé. On va sortir, et moi, barak, les darefou, on crée péage. C'est pas normal. Et donc, normalement, on ne peut même pas mettre un péage à Akepe. Parce que nous sommes en pleine ville. On ne peut pas mettre un péage au cœur de la ville. Le péage d'Akepe devait être peut-être à Bagbe ou même peut-être même à Badja. On ne peut pas mettre un péage là-bas. Parce que quand vous mettez un péage là-bas, les gens qui ont acheté des terrains derrière le péage, ils ne peuvent pas les construire. Ils ne peuvent pas s'installer. Il n'y a pas un dynamisme de développement de l'agglomération parce que vous avez mis un péage au cœur même de la ville. Du coup, tous ceux qui ont des terrains après le péage, ils ne veulent pas construire, ils ne peuvent pas s'installer parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer 500 francs aller-retour chaque jour ou de payer chaque jour. Ce n'est pas normal. Donc, je ne sais pas sur la base de quelle étude on installe les péages au Togo, mais là, ils sont en train de faire trop fort. Ce n'est pas normal. On ne peut pas mettre un péage en pleine ville et diviser les quartiers par deux. Nous sommes heureux. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et on sait ce que l'argent de péage aussi sert. La Cour de l'inspection générale des finances, dans son rapport, nous a dit ce qu'ils font avec l'argent de péage. Comment ils se partagent l'argent de péage. Depuis le conseil d'administration, le directeur général, tous ceux qui sont dans ces histoires-là, on sait comment ils détournent l'argent. Donc, vous ne pouvez pas mettre un péage là-bas. Donc, libérez la voie, dégagez cette baraque-là pour permettre aux gens d'aller prier chez les sœurs là-bas. Même si vous estimez qu'il y a des gens qui passent par cette voie pour continuer le péage, trouvez un autre moyen pour empêcher les gens de prendre cette voie. Ce n'est pas une barrière que vous allez mettre là-bas pour prendre l'argent chez les gens. C'est pas normal. Donc, il faut qu'on en parle pour que ceux qui sont encore lucides dans ce pays-là, qui peuvent prendre des décisions, prennent des décisions. On sait que vous voulez l'argent, on sait que vous avez endetté le pays jusqu'à hauteur de presque 70% parce que votre propre fiche analytique sur la dette du Togo que vous avez publiée il y a un mois nous renseigne sur l'ampleur de la dette du pays. Je viens de parcourir ça tout à l'heure avant de commencer ce live-là. C'est très inquiétant la manière dont vous endettez le pays. Mais arrêtez de mettre la pression sur les populations. Arrêtez de chercher l'argent par tous les moyens. C'est pas normal. Donc, j'ai voulu partager cet élément avec vous.
Euh, donc, ce sujet aussi, je vais passer là-dessus. Et là, je vais parler maintenant de l'explosion qui a eu lieu, à Giacomo, en pleine ville. Si la technique peut balancer les images. Le week-end dernier, il y a eu une explosion. Voilà. Voilà. Le week-end dernier, il y a eu une explosion. Voilà. Magasin d'acide de le fnois. Magasin et les eaux solo. Pourquoi mira? Bori kassid pata kada ni marako. Bori kassid pata kada ni marako. Moi ezwe gba poto lele da wan lo so nwa joa ezo an poti ku bolo no ko amu lo ameri te China mu wa bo amu to la ho mu gba nyam lo pe na wa doko nyato le jore nya no bi ko go toji lo o nyato po amu lo agba wa ti amu po Madame, non. Alors, nous sommes au cœur de la ville de Lomé. Nous sommes au cœur de la ville de Lomé. La première observation que vous devez faire, c'est l'état de saleté de ce quartier-là. Regardez comment ce quartier est sale. Et c'est les tout premiers quartiers de la ville de Lomé. Nous sommes dans une capitale. Nous sommes dans un quartier qui est juste le grand marché. C'est-à-dire les quartiers comme à Giacomo, à Bobokome, et je ne sais pas, à Tikoudi et tout ça, et jusqu'à Sivito. Ce sont des quartiers qui servent de repoussoir pour le grand marché. C'est-à-dire, plus le grand marché est totalement débordé, les gens s'installent dans ces quartiers-là, créent des étalages pour vendre dans les rues de ces quartiers-là. Nous sommes au cœur du grand marché. C'est-à-dire, nous sommes dans les quartiers qui sont les quartiers immédiats qui juste le grand marché. Regardez comment ce quartier est sale. J'ai toujours, dans mes lives, dit ici que notre capitale ressemble à un gros village. Nous ne sommes pas capables, malgré les milliards que le grand marché dégage chaque année, d'assainir les quartiers périphériques du grand marché, de faire des routes, de faire des caniveaux et de faire en sorte que si on fait les routes, les gens vont changer, puisque la route, c'est là où passe la route, le développement arrive. Donc, une fois qu'une route est faite, les gens vont changer la face de leur maison. Donc, ça va changer la physionomie du quartier. C'est des quartiers qui sont abandonnés par le régime, qui sont délaissés par le régime.
Quand ils vont là-bas, c'est pour prélever des taxes, c'est pour prélever les impôts dans les magasins, tout ça. Donc, la première observation, c'est l'état de saleté de ce grand marché, de ce quartier. Et la plupart des quartiers qui sont dans cette zone-là, à Guiakome, à Bobokome, je ne sais même pas, Djoulassame, Lomnava, de l'autre côté de la route, Hanukope, sont des quartiers totalement abandonnés. Et certains de ces quartiers traînent encore les caniveaux de l'indépendance, surtout à Hanukope. Et pourtant, ces quartiers se situent entre la mer et la lagune. C'est-à-dire, on devait faire facilement dans ces quartiers un assainissement en faisant des ouvrages de drainage de l'eau. Voilà, à Djangbakom et tout ça. Voilà, en faisant le drainage de l'eau et essayer d'assainir ces quartiers-là. Et quand des commerçants étrangers viennent chez nous, les gens qui quittent le Nigeria pour venir au grand marché, les gens qui quittent le Ghana pour venir au grand marché, l'image qu'ils ont en repartant du Togo, c'est l'image des quartiers comme ça. Et on a des gens qui sont là, qui disent qu'ils gouvernent le Togo. Et donc, ça c'est la première observation qu'il faut faire sur l'état même de ce quartier. Le visage de ce quartier, qui est un visage de misère, qui est un quartier qui ressemble à un taudis. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, on va parler de l'explosion. Je le disais hier dans un live que depuis un certain moment, moi j'ai pu observer ça quand j'étais au pays. Il y a des opérateurs économiques, en tout cas ce qu'on appelle des opérateurs économiques, généralement des Aladis qui sont du Niger, du Burkina Faso, du Mali, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, je ne sais pas quoi, ils viennent dans notre pays et ils achètent des maisons au cœur des habitations. Vous avez généralement au niveau de Hanukope, à Djangbakom, et à Guiakome, à Bobokome, tous ces quartiers-là qui vont jusqu'au terrain de l'étoile filante et construisent des entrepôts dans lesquels ils entreposent des marchandises. Donc, des entrepôts qui sont construits au cœur des habitations où on stocke des marchandises. Personne ne connaît la nature des marchandises qui sont entreposées dans ces entrepôts, qui sont mis dans ces entrepôts-là. Et donc, ils construisent partout des entrepôts. Vous savez, ces maisons-là appartiennent à certaines anciennes familles. Les enfants ne sont plus là, beaucoup sont à l'extérieur, ou beaucoup n'ont plus les moyens de retaper les maisons, ou les gens sont dans des conflits des litiges fonciers. Donc, les gens vendent ces maisons. Ils vendent ces maisons aux étrangers, et ces étrangers-là, ils construisent des entrepôts, et ils viennent entreposer des marchandises dont personne ne connaît la nature. Normalement, le rôle d'un ministère comme le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est de veiller à ce que ces genres de choses ne se produisent pas au cœur des habitations. Normalement, un régime, un pouvoir organisé, un pays organisé, nous avons un port le plus prisé de la région, on devrait définir une zone industrielle. Là, actuellement, quand je parle là, personne ne connaît les limites du port autonome de Lomé. Personne ne connaît à quel niveau le port commence et à quel niveau le port s'arrête. Quand vous allez dans les quartiers comme Bepota, Adakpame, Kagome, tout ça, on a construit des entrepôts partout. Personne ne sait ce qu'on entrepose dans ces magasins-là. Donc, ce qui vient de se passer à Guiakome, avec l'explosion de ce bâtiment et la diffusion de l'acide entre les maisons, je ne sais pas, c'est extrêmement grave pour les populations. C'est extrêmement grave pour les populations. Parce que ce sont des substances qui sont très nocives, qui sont très dangereuses pour les populations. C'est vrai qu'au niveau du ministère, on nous dit on a arrêté 2 personnes. Il semble que c'est un magasin, un entrepôt qui appartient à un Libanais. Comment est-ce que pendant longtemps le Libanais entreposait de l'acide là-bas et que les autorités n'ont pas su? Parce que les marchandises sont suivies par un service de la douane. Quand les marchandises sortent au port, avant d'aller dans l'entrepôt, ces marchandises sont suivies par les experts de la douane. Il y a un service de la douane qui suit les marchandises. Comment est-ce qu'on n'a pas pu signaler que c'est de l'acide qu'on entrepose là-bas? Supposons que c'était de l'engrais, une substance encore plus explosive. Les gens allaient mourir cadeau dans ce quartier-là. Donc, on se retrouve au cœur de la ville de Lomé avec des entrepôts partout
où on installe des gens installent des marchandises dont on ne connaît pas la nature. Je suis convaincu que si c'était des armes qu'on avait entreposées là-bas, à la minute, le régime devait savoir. Mais l'acide, il ne savait pas. Jusqu'à ce que ça explose. Maintenant que ça a explosé, ça a brûlé pendant des jours. Mais le fait que l'acide ait brûlé, tout le bâtiment est brûlé avec l'acide, ça a provoqué dans l'atmosphère et donc dans tous ceux qui habitent dans ce quartier-là, des réactions chimiques. Donc les gens, quelque part, sont touchés par non seulement l'explosion, il ne suffit pas de dire, dans le communiqué du ministère, on a déclenché le plan Orsec. Voilà des gens qui prennent des formules françaises, qu'on a déclenché le plan Orsec. Le plan Orsec, on sait que c'est une formule française. Donc, ils ont copié ça comme ça, intégralement, sans échanger, même pas un mot. Ils disent, ouais, on a déclenché le plan Orsec, qu'il n'y a pas eu de mort, et il y a eu ci, il y a eu ça. Mais il n'y a pas eu de mort. Mais quitte des dégâts. Parce qu'à partir du moment où l'acide a brûlé avec le bâtiment, il y a certainement eu des réactions chimiques dans l'atmosphère. Les gens ont inhalé ça. Les gens ont eu ça dans les yeux. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises par le ministère de la Protection civile pour voler véritablement au secours des populations qui se retrouvent face à ce danger-là? Ça, c'est un. De deux, on a vu l'acide par terre. On a vu sur les photos l'écoulement de l'acide par terre. L'acide a coulé et se retrouve entre les maisons. Il y a les enfants dans ces quartiers-là. Il y a les personnes âgées dans ces quartiers-là. Il y a des gens adultes dans ces quartiers-là. Il y a des gens qui habitent là-bas. Ce n'est pas en venant déverser du sable de mer sur l'acide que vous réglez le problème. Donc, voilà les failles de la gouvernance de notre pays. Voilà des failles de la gouvernance de notre pays. Et je vous assure que tous ceux qui habitent ce quartier-là sont aujourd'hui exposés. Sont exposés. Ça, il faut pas faire de la langue de bois. Tous ceux qui habitent ce quartier-là sont exposés. Donc, aujourd'hui, il faut faire un état des lieux de tous ces entrepôts qui sont entre les habitations et convoquer les propriétaires. Et s'il n'y a pas de la place au port autonome de Lomé, allez créer une zone industrielle, mettez tous les gens là-bas. Nulle part au monde, on ne permet à des individus de créer des entrepôts au cœur des habitations pour entreposer des marchandises. Nulle part au monde. On ne voit que ces conneries au Togo. On ne peut pas accepter que des opérateurs économiques viennent chez nous, achètent des maisons chez nous et les transforment en entrepôts au cœur des habitations. Si on a véritablement un ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui fait son travail, il devait interdire ça depuis. La construction des entrepôts au cœur des habitations. Il n'y a pas que les entrepôts. Il y a les usines de la zone franche qui sont disséminées dans les habitations. Je me disais hier, à Forever, moi-même j'ai vu une usine qui fabriquait des éponges métalliques au cœur des habitations. Alors que tout ce qui est métallique je ne sais pas, potentiellement toxique. On crée une usine où on fabrique de la peinture au cœur des habitations. Ce n'est pas normal. Si la zone portuaire n'a plus d'espace pour que les gens s'installent, mais créer une zone industrielle quelque part et envoyer tous ces gens-là là-bas. Donc, je pense que voilà ce qu'il faut que je dise par rapport à cette situation-là. Et j'espère que des dispositions seront prises pour que de telles bêtises qui mettent en danger les populations ne se répètent plus. Et on a un ministère de l'aménagement du territoire, on a un ministère de la planification, on a un ministère de la sécurité et de la protection civile. On ne sait pas véritablement ce que les gens font dans ces ministères. Sinon, un pays organisé, on définit les zones d'habitation, on définit les écoles, on définit les zones industrielles, on définit les zones où on met les infrastructures sportives. On ne peut pas vivre dans un pays où tout est en désordre, tout est en vrac. On ne sait pas ce quartier commence où, ça s'arrête où, les habitations commencent où, ça s'arrête où. On ne sait absolument rien. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme ça. Donc voilà ce que j'ai voulu dire sur la situation de cette explosion-là, en espérant que le gouvernement va prendre toutes les mesures pour venir nettoyer le quartier. Parce qu'il faut nettoyer le quartier des substances d'acide qui s'enfoncent dans le sol. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces quartiers-là, les gens n'ont pas d'eau potable. Je vais parler de l'eau tout à l'heure. Dans ces quartiers-là, à Guiakome, à Dobukome, à Djangbakome, les gens n'ont pas d'eau potable. Les gens boivent l'eau de puits. Donc, si l'acide s'est répandu dans les quartiers,
il y a une forte probabilité que cette substance-là contamine la nappe phréatique. Sachant que dans cette zone-là, la nappe phréatique n'est pas trop loin, parce qu'on n'est pas loin de la mer. Donc, la nappe phréatique n'est pas trop loin. Donc, les quartiers comme ça vivent des puits. Ils ne vivent pas, il n'y a pas d'eau potable. Vous devez s'y aller. Et comme. Donc, les acides, va quand les comme, qui ont acide, les mots de dia, et là, infiltré, vous devez faire. Et donc, c'est très grave. Donc, normalement, un gouvernement sérieux doit procéder à un nettoyage de tout le quartier. On doit amener des aspirateurs, on doit amener un système spécial pour nettoyer le quartier de toutes les substances d'acide qui sont versées. Ce n'est pas maintenant en venant mettre le sable sur l'acide que vous réglez le problème. Parce que l'acide va s'enfoncer dans la nappe phréatique et les gens qui boivent l'eau de pluie là-bas vont être contaminés. Donc nous sommes face à un désastre sans précédent. Nous sommes face à un drame sans précédent. Moi, je n'ai pas fait des études de géomorphologie ou d'hydrologie pour vous expliquer ça. Mais en tant que journaliste, je sais qu'une fois que l'acide est répandu au sol, il va s'infiltrer dans le sol. Et dans ces quartiers, les gens boivent de l'eau de pluie. Les gens boivent de l'eau de pluie. Tous ces quartiers, les gens qui sont dans les commentaires peuvent témoigner. La plupart de ces quartiers-là, les gens ne sont plus raccordés au système de la TDE. Les gens boivent l'eau de pluie. Ils se lavent à l'eau de pluie. Donc, si vous laissez l'acide se répandre dans les ruelles du quartier sans procéder à un nettoyage de spécialistes, l'acide va s'infiltrer dans le sol et va se retrouver dans les puits que les gens vont boire. C'est ça ce que vous appelez la protection civile. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il est hydrogéologue, tant mieux. Si vous pouvez leur expliquer pour qu'ils comprennent, j'espère qu'ils vont comprendre. Sinon, on est face à un drame. Ce n'est pas en mettant du sable sur les substances d'acide qui sont versées au sol que vous réglez le problème. Dans un pays normal, vous devez amener les spécialistes. Ils doivent mettre une combinaison et avec les sapeurs-pompiers et aspirer toute la substance là du sol. Et traiter même le sol. C'est ce que vous devez faire. Et personne ne nous a parlé de la composition de cette substance acide-là. Le gouvernement ne nous a pas dit, on nous a juste dit de l'acide. On ne nous a pas dit quelle est la nature chimique de la substance. C'est quel genre d'acide? Parce qu'il y a différentes sortes d'acide. C'est quel genre d'acide? Est-ce que c'est une substance hautement, je ne sais pas, cancérigène? Est-ce que c'est une substance qui risque de faire des dégâts? On ne nous a même pas parlé de ça. Normalement, on devait faire des prélèvements. Une fois que le drame s'est passé, on devait faire des prélèvements, envoyer les prélèvements au laboratoire et le ministère devait nous communiquer la nature de ces substances-là qui s'est déversée au cœur des habitations. Parce que ça, on peut même l'assimiler à un attentat chimique. On peut même l'assimiler à un attentat chimique. Donc, voilà moi ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à cette histoire-là. Alors, je vais parler maintenant de la question de l'eau. J'ai été interpellé par des compatriotes au cours de la semaine qui m'ont fait état de leurs préoccupations par rapport aux factures de la TDE. Ceux qui sont encore branchés à la TDE, qui prennent encore de l'eau de la TDE. C'est comme au Togocel, et ces gens-là se sont rendus compte que ils se sont rendus compte que comment je dis ça, que leur facture a pratiquement doublé ou triplé. J'ai un monsieur qui m'a dit depuis que lui est dans sa maison, il payait que 7 000 francs. 7 000 francs CFA, depuis au moins une dizaine d'années, 7 000 francs CFA. Curieusement, depuis quelques mois, on lui envoie une facture de 40 000. Alors que sa consommation n'a pas doublé, il n'a pas eu des visiteurs, rien du tout. Donc de 7 000, il est passé à 40 000. Une autre personne m'a dit pratiquement la même chose dans les mêmes chiffres. Et quand vous vous rendez à la TDE pour réclamer, pour vous plaindre, on vous tend une fiche. Il faut remplir la fiche de réclamation. Vous remplissez la fiche, on ne vous dit rien. Le mois qui vient, vous avez toujours les mêmes factures. Et quand vous ne payez pas, on vient vous couper l'eau.
il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces situations inconfortables où on est venu leur couper l'eau à la maison alors qu'ils étaient dans un processus de réclamation auprès de la TDE par rapport à ces factures exorbitantes qu'on leur a tendues alors que pendant des années, ils n'avaient jamais eu ce niveau de consommation d'eau. Donc, c'est un problème qui se répand à Lomé et ni la TDE ne communique pas, le ministère de l'eau ne communique pas, personne ne communique. Et comme si on n'avait pas besoin d'expliquer aux consommateurs, aux clients de la TDE, ce qui se passe dans le pays. Donc, voilà, les gens sont laissés à eux-mêmes. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Encore que dans la plupart des quartiers de Lomé, la TDE n'arrive pas à faire les branchements, à mettre de l'eau à disposition. Les rares personnes qui sont encore branchées sur le système de la TDE, voilà les factures exorbitantes qu'on leur tend. Donc, ces gens-là, ils sont plus ou moins en colère. Et voilà, comme moi, je suis devenu le mur des lamentations des Togolais. Donc, les gens me disent ce qu'ils vivent et me demandent si je peux véritablement leur relayer ça. C'est ce que je suis en train de faire. J'espère que ceux qui nous écoutent vont trouver une solution à ces problèmes-là. Mais quand je finis de parler de la TDE, je vais parler de la question de l'eau en général. Et avant de finir, avant de passer, d'aborder la question de l'eau en général, comment les gens souffrent dans les villages pour avoir de l'eau, je vais demander à la technique de nous passer cette vidéo-là, une vidéo que vous avez certainement vue sur les réseaux sociaux, que j'ai récupérée et que j'ai voulu partager avec vous et aborder la question de l'eau dans nos villages, dans nos villes, dans les agglomérations de Lomé. Vous montrer comment la question de l'eau se pose avec acuité pendant que les dirigeants, ils sont tranquilles dans leur palais, ils s'en foutent. Regardez un peu cette vidéo-là de ce compatriote. On a déjà eu plusieurs vidéos. On a eu le jeune de Guérin Koukala qui a été interpellé par, je sais pas, la gendarmerie quand il a fait la vidéo où les mamans allaient chercher de l'eau dans le sable. Il y a les vidéos de Dapaon, il y a les vidéos d'Agberouvé, il y a des vidéos de Tchévier, il y a des vidéos de certains villages de Palimé. Et partout au Togo, la question de l'eau se pose avec acuité. Les gens n'ont pas d'eau potable pour boire. Pendant ce temps, les gouvernants, eux, leur eau de boisson vient de l'extérieur. Les gens achètent de l'eau en Norvège, les gens achètent de l'eau au Singapour, les gens achètent de l'eau à Dubaï, qu'ils ramènent à Lomé pour boire, alors qu'ils sont au service de la République. Ils sont au service du peuple. Et le peuple ne trouve pas de l'eau pour boire. Pendant ce temps, eux, ils boivent l'eau qui vient de la Norvège. Donc, je demande à la technique de passer cette vidéo-là. Pour que, voilà le monsieur. Le village et réalité et la provenance qui est on va financer et si attend la bonne étape que Milano et si attend la bonne étape et que Milano et si ailleurs son excellence et si ailleurs a mis le village de filles et si ailleurs la zone 10 km la voiture la coupe que voilà avec nous il y a 15 000 bouillons et c'est donc n'a même pas pied bah coup bidon y a des cas que mi avait frère le bidon y a des cas ça va copier mais là c'est mis 125 à 150 et tu as mis de coucou mi a péré mi anti mi avait mis le effort mi péré mi anti et si a de tolan on voit mi le nuit maou et le honami le village y a les filles son excellence fort sauce dans Yasimbe. Il y avait proposé au temps, monsieur Sokemi, mais les gouvernants sur le village, il y a encore trop même, et si nous les miasio, que mi les pléa, à moi les problèmes à Djemi les da, même les dadjo, imaginez, n'ayons nous de poussi, kaka lali à toi, n'ayons nous poussi, kaka lali à toi, mais pour les que bois le fiera, on a été gagné à tout moment, et nous barabara là-haut,
une chambre de coucoué. Mais permienti, il y en a 6 villages. Il y en a 6 villages. Les villages à Babo. Grand frère Maoué, passe ton petit thé, mi permienti. Nene, mi quoi? Nene mi hulana. Nene mi hulana. Je me vois mis là d'ici à Kakaka. Et on l'oblige au la coco. À son corpier. À Gamenem Gadidia Mou. Sinon, nous va coucher à l'oblige au la gagner. On vous demande pardon. Tiens, mi permienti ne m'a ouais na midro. Si on a mon coupa coré mais on va déjà coucher. On l'a gagné, mis les doigts de trop. Le périmètre son excellence propre, je vous demande pardon. En 1904 à Huilehoué, à 16 km du goudron de Wahala, on vous demande pardon. Il est diacolonami, autorité au périmètre, il y en a mis sur le village. Et on a mis en la cour, à ce moment-là, 10 km, qu'on va faire là ici. Tout de Kukunami. Merci, son excellence, fort et son mania ciblé. Le ministre de Yakou Damaham, on vous demande pardon. Essayez de nous aider dans le village. Alors, nous sommes dans la commune de Hao 4, dans un village qui s'appelle Huilehoué, à 16 km du goudron. Et dans ce village-là, tout comme dans plusieurs localités du Togo, après 65 ans d'indépendance, les gens continuent d'aller boire à la même source que les animaux. Les gens, voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Déjà qu'à Lomé, pour avoir même de l'eau, c'est compliqué. À Lomé, dans les quartiers périphériques de Lomé, pour avoir de l'eau, c'est compliqué. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. En tout cas, dans beaucoup de villages au Togo, on a vu les images de Dapaon, on a vu les vidéos de Dangben, on a vu des vidéos de Agbelouvé, on a vu les vidéos de partout. Et si que Amo les moule copio mewa, Togoto, et si que mes parents les moule copio mewa. Pendant ce temps, Amoko les blotois, Wabe Sikola nous donne sur le vodé. Oh, on a Togo Bessio. Beaucoup de dans la sile vodé. Nous, boula, mais là, c'est même les sio. Nous, les boula, mais là, c'est même les porcs. Et si que mes parents, les villages, mais c'est bien. C'est l'eau que vos parents boivent dans les villages. Le monsieur, il s'agirait même pour implorer la magnanimité d'un président qui est élu entre griffes pour travailler. C'est-à-dire, le monsieur ne devait même pas demander pardon avant qu'on lui donne de l'eau. Mais, comme il sait qu'on arrête les gens au Togo, même quand tu réclames ce qui est juste, on va t'arrêter. Il demande pardon. Il dit, son excellence, pardon. Voilà l'eau que nous buvons dans le village. Voilà l'eau que nos mamans viennent puiser. Et que, s'il y a des gens qui puisent l'eau dans le bidon pour amener au village, il faut même payer à la personne 125 francs par bidon. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Nous sommes à 100 km de Lomé, moins de 100 km de Lomé. Parce que Wahala, je ne suis pas sûr que Wahala fait 120 km de Lomé. Nous sommes à environ 100 km de Lomé. Et si Kamo nous le copions, il est bien. Il est pas il est pas vous voyez quand vous ne voyez pas. Quand on parle, les gens disent oui, vous exagérez, le gouvernement fait ci. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Et dans presque tous les villages, c'est pareil. Dans presque tous les villages, c'est pareil. Même à Lomé, dans les quartiers, à Pessito, tout ça, il n'y a pas l'eau. Je ne sais pas, à Pessito, Sobosito, Convier, Diagbel, il n'y a pas l'eau. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Et si il y a les moyens, ils vont boire à la même source que les animaux. Et nous avons fait 65 ans d'indépendance. Et vous trouvez que c'est normal. Maintenant, si nous, les Togolais, qui n'avons pas le sens des priorités, qui aimons plus la distraction que les problèmes essentiels, je ne dis pas que ce n'est pas bien de se distraire. Il y a un temps pour se distraire, il y a un temps pour s'occuper des vrais problèmes. Vous voyez, c'est vrai que pendant longtemps, les Nyasingbe nous ont appris à danser et à chanter. C'est ce qu'ils nous ont appris avec l'animation politique. Donc, on est incapable de se défaire de ça. On aime danser quand même il y a des gens qui meurent autour de nous. On aime danser, on aime la distraction, on aime s'amuser. Alors que dans nos villages, voilà ce qui se passe. Maintenant, nous qui aimons danser et chanter là, et qui aimons mettre
mettre de l'argent dans des choses de distraction, je ne suis pas contre. Nimibewa joga, ni wa forage de copie wa mere, est-ce que milati joga, si beleke o joga ni soa. Nimibewa joga, mibewa joga fifidien, wa lancer GoFundMe, ni wa joga. Ni wa o forage de copie wa me, na ni tout govi ko le copie wa me, c'est vrai le gouvernement be doye. C'est la responsabilité du gouvernement de mettre de l'eau dans les villages. Voilà, mi joga fifidien. Mi lancé GoFundMe, mi joga. Mi au forage les copies on me, ni amuate musia. Mi la ti joga si belke mi joga soir. Mi la ti tapoter. C'est pour ça que je parle du sens des priorités. C'est pour ça que je parle du sens des priorités. Vous ne pouvez pas continuer à danser, chanter, pendant que dans vos villages, il n'y a pas d'eau potable. Pendant que dans vos villages, il n'y a pas de dispensaire. Pendant que dans vos villages, les écoles n'ont pas de toit. Pendant que dans vos villages, les gens ne trouvent pas à manger. Est-ce que nous sommes prêts à nous mobiliser comme on s'est mobilisé la dernière fois pour mettre de l'eau dans ce village, pour construire un centre de santé dans ce village, pour mettre une école dans ce village? Supposons qu'on n'a plus de gouvernement, que ceux qui dirigent le Togo, c'est la faillite totale. Kadi Odoufen, Adjouakban, Oboyate, on est plutôt. Famille Mati a abandonné bien nos vieux dans ces situations. Est-ce qu'il est capable, la mobiliser, les Togo Toriti de Fifidjemena, il est lancé GoFundMe, mais il y a Tchoga, nous avons un forage, les fous, les amouati non moussi potable, mais il est capable là, ouais. Même ça, le gouvernement va refuser quand quelqu'un le dit dans les commentaires. Donc, nous les Togolais, nous devons avoir le sens des priorités. Nous devons avoir le sens des priorités. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut se distraire. Il faut danser un peu. Il faut dégourdir l'atmosphère. Il faut mettre un peu d'ambiance. Mais après, quand on a fini de mettre l'ambiance là, on a quoi comme atout dans notre pays? Oh, là, on parle de l'eau. On peut parler des hôpitaux. On peut parler des infrastructures de route. On peut parler des rails. On peut parler des écoles. On peut parler des universités. On va vous projeter tout à l'heure des images du pays où on va faire la médiation. Vous allez voir les hôpitaux. À quoi sert de danser si tu fais une crise, on ne peut pas te soigner à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de plateau technique? À quoi sert d'aller danser si après la danse, tu reviens dans ton pays, tu tombes malade, on ne peut pas te soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé? C'est ça la réflexion que nous devons faire. Donc moi, j'invite les gens à une prise de conscience. Ça, ce sont les réalités de nos villages. C'est ce qui se passe dans nos villages. Et dans cette commune de Hao 4, ou je ne sais pas quoi là, en tout cas dans la préfecture de Hao, il y a quelqu'un qui a été Premier ministre pendant 5 ans. Il s'appelle Klassou. C'est lui qui fait les gros discours. Il a les gros mots. Sa femme est d'ailleurs encore ministre de l'Action sociale. En plus, sa femme est actuellement, vous voyez comment le Togo est beau. Le père, le mari a été Premier ministre, a été pendant longtemps ministre, après il était Premier ministre, maintenant la femme est ministre. Vous voyez comment le Togo, vraiment les gens, il y a les élus quoi, de Dieu. Eux, ils ont tout. Papa ministre, maman ministre. Mais voilà l'eau que les gens boivent. Klassou a été Premier ministre pendant 5 ans. À part faire les gros discours, dire que sous l'instruction du chef de l'État, commis, zéro, ils l'ont fait. Maintenant, sa femme est ministre de l'Action sociale. Normalement, en tant que ministre de l'Action sociale, elle devait faire le plaidoyer auprès du ministère de l'hydraulique villageoise pour mettre de l'eau dans ces villages-là. Pour que les gens ne fassent pas des kilomètres pour aller chercher de l'eau à la rivière, même pas à la bonne fontaine, à la rivière. Donc, imaginez que la rivière qu'on vient de voir là, que cette rivière tarisse. Imaginez que nous sommes en saison sèche, qu'il n'y ait pas de l'eau dans la rivière. La population s'approvisionne où? Supposons qu'on est en saison sèche. On sait qu'en saison sèche, nos rivières tarissent. La population va chercher de l'eau où?
En saison sèche, là, ça veut dire qu'ils n'ont, en saison sèche, ils n'ont plus de l'eau. Ils n'ont plus de l'eau. Donc, les Flavo, les Potidjon, les Loué, les Tipo, les Bodo. On est là, on joue, on danse, tout ça. Nous devons nous rappeler que dans notre pays, voilà comment les gens vivent. Nous devons nous rappeler que dans notre pays, voilà les conditions dans lesquelles les gens vivent. On dit que l'eau, c'est la vie. Et quand les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont plus la vie. Donc, ce n'est pas étonnant que quand les gens boivent à la même source que les animaux, ils ont le cochon-corps, les enfants ont les ventres ballonnés, les gens finissent en AVC, les gens ont les infections, les gens ont la fièvre typhoïde, les gens meurent. Parce qu'ils vont boire à la même source que les bœufs, ils vont boire à la même source que les animaux. Ils sont bien. 2025, 65 ans d'indépendance, un bout de pays. C'est-à-dire, le Togo est un bout de pays. Né Mali, Kédo, 1 million, combien de kilomètres? Voici le maire de la commune là. C'est lui qui est assis là-bas. C'est le maire ça. C'est le maire de la commune Hao 4 Wahala. Il est unir. Il s'appelle Babombena. Badombena. C'est ça le maire. Bon, vous allez voir, lui, il a une 4x4, il a des garde-corps, il a des bons d'essence, et puis il circule, il bombe le torse. On dit, monsieur le maire arrive, on va l'appeler Excellence. Ici au Togo, on appelle tout le monde Excellence. On va dire Excellence. On va dire Excellence, il va bomber le torse, il va dire, je suis le maire. Il faut m'appeler Excellence. Mais dans sa commune, il y a des gens qui vont boire à la source des animaux. Voilà le Togo. C'est ça le Togo. Il s'appelle Badombena. C'est ça le Togo. Il va bomber le torse, il va dire oui, je suis le maire, que c'est moi, le maire de Hao 4, mairie de Wahala. Voilà. Tout le monde doit lui faire déférence. On doit l'appeler Excellence. On ne sait pas ce qu'ils ont d'excellence. On ne sait pas ce qu'ils ont d'honorable. Mais ils aiment les titres. Même les déshonorables, même les voleurs, ils aiment qu'on les appelle honorables. Voilà. C'est ça. C'est ça le Togo. Les gens qui aiment les titres. Les populations sont dans la misère. Ils s'en foutent. Et ce que nous voyons là, ça se trouve dans presque tous les villages au Togo. Pratiquement. Si vous allez sur Internet, vous allez voir plein de vidéos. Et si vous la moulanou, voir à mon ami, les poissikés, n'a dit qui ont 60 ans les pouvoirs. À mon ami, les poissikés n'a dit mais Djirigouan, Matéo, donc on ne veut pas les cas. Ça fait 60 ans qu'ils sont là. Et puis les Ola Banayi qui sont là. Ça fait 60 ans qu'ils sont là. 60 ans qu'ils sont là. Ils sont incapables de donner de l'eau potable au Togolais. Je vous dis, on a un bout de pays. Le Togo, c'est 56 600 km. Encore que la mer a déjà pris une partie. Hein? On n'est pas comme le Mali. Le Mali, c'est 1 million, combien de kilomètres carrés? On n'est pas comme le Soudan. On n'est pas comme la RDC. On est 56 600 km. Le Togo, c'est pratiquement une région du Cameroun. Une petite région du Cameroun. Ou bien une région, je ne sais pas quoi. On n'est pas capable de drainer de l'eau pour l'ensemble des populations d'un petit territoire. Quelle fierté nous tirons. Et pendant ce temps, pour vous décrire un peu le contraste, les dirigeants, eux, ils sont au champagne. Même leur eau, ils prennent ça de l'extérieur. Les champions, mais là, Norvégien, on met Syrie, on met Vos. C'est VO2S. Ce n'est pas une eau extraordinaire, mais il semble que c'est fabriqué dans les glaces de la Norvège. Et c'est ça que les autorités privilégient, en tout cas certains, plus d'autres. Donc, à nos champions, on pleina Voltico, on pleina, et c'est quand les lois même, Voltico et Fiaobe Siwanema. Bon, il y a Siafa, que la femme de forfait, et tout ça, homme de nation, eh bien, Voltique, Vital, Siafa, et tout ça. Mais ils n'achètent pas ça, ils achètent Vos, plus et d'autres variétés d'eau qui viennent de l'Europe et des États-Unis. C'est ça qu'ils achètent. Ça veut dire qu'ils ne boivent même pas l'eau de leur territoire.
mi bonne et wa me nova konkumea et ne va pas gavilia il n'a pas plié mais nous ne va y avoir c'est ça ça dit il y a c'est pas possible et comme amour est tellement complexé on doit du même si on battait les nuits il faut des si là c'est l'eau qui vient de l'Europe là qui veut boire parce que ça donne la vie éternelle l'eau. Quand ils sont restés dans leur village là, ils buvaient de l'eau de pluie. Quand ils sont devenus grands, ils ont eu l'argent, ils ne boivent plus l'eau de pluie. Ils boivent l'eau qui vient de Norvège. Pendant ce temps, les populations boivent l'eau que vous voyez là. Donc voilà ce que j'ai voulu dire sur la question de l'eau et pour en appeler à la conscience de chacun d'entre nous. Les artistes, on va les dire à la France, le quoi je le dire à la France, comment vous dites ça? Qu'ils ont mobilisé les gens en France, c'est à leur honneur. Je leur dis chapeau, je leur dis félicitations. Mais ces artistes-là, la plupart sont proches des gouvernants. Je les invite à faire un plaidoyer auprès de Faure Gnassingbé pour que Faure Gnassingbé leur construise un palais de la culture, comme ils sont venus voir Zénith en France. Que Faure Gnassingbé leur construise des salles de spectacle. Comme on en a construit en France où ils viennent faire des concerts. Puisqu'ils sont proches des dirigeants, on ne peut pas leur refuser ça. Chacun a son choix dans la vie. On ne peut pas les condamner pour ça. Et moi, je ne les condamnerai jamais. Mais pendant qu'ils sont proches des dirigeants, ils n'ont qu'à aller faire le plaidoyer auprès des dirigeants pour leur dire « Nous sommes des artistes, monsieur le président. On n'a pas de salle de spectacle. On n'a pas de palais de culture. On n'a pas de salle de musique. On n'a rien. » Il ne suffit pas de venir dire on a fait un bon truc en France. Les Français ont conçu les salles pour leur spectacle, pour eux-mêmes. Les Français ont un spectacle et tout va faire Milawelo. Terrain de Kégué alors terrain au sport. Bientôt, ça passe bien pour vous. Ne Egbe, au bien spectacle et tout va faire Milawelo. Kégué, alors terrain au sport. Pour vous là, c'est une bonne chose. Et du coup, il y a une région mais on va nous parler de sport, on va nous parler de culture, on va nous parler. Donc, mais profitez, puisque les proches là du peloton, mais pour nous, mais Davodou, il y a tout les Davodou, mais il y a là nos salles de spectacle et tout, on n'en a pas. Mais il faut puisque les campagnes, mais monsieur le président, on a besoin que vous nous construisiez des palais de la culture. Au moins, votre proximité avec le régime vous aura rapporté. Vous, je ne sais pas comment dire ça, vous aurez rapporté quelque chose, ou quelque chose pour le milieu des artistes. Au moins, il y avait proximité pour le régime, ça aura rapporté quelque chose pour vous les artistes. Vous devez arracher quelque chose. Vous ne pouvez pas vous faire utiliser comme ça par le régime, qui vous jette en pâture, les gens vous tapent dessus, les gens vous critiquent, et en retour, vous ne faites même rien pour votre propre corporation. Mi vek bon Faure Gnassingbé, mi vek bon Davodou, mi vek bon Kuigan Kouton, mi a tout nommé l'année. Tout quoi, ça fait 65 ans qu'on est indépendant. Nous les normal, mais nous parler de culture. Nous les normal, mais nous salle de spectacle. Nous les normal, mais nous centre de je sais pas quoi. Je sais pas comment on peut appeler tout ça. Les conservatoires de musique, tout ça. Mais je vous, tu vois des salles de spectacle d'ailleurs, il y a un spectacle à nos potes du mais avec Djouméré, qu'est-ce que vous en faites? Donc, c'est ça que vous devez faire. Moi, je ne suis pas de ceux qui tapent sur les artistes. Une grande salle de spectacle, il y en a plein. Mais chez vous, c'est un désert de salles de spectacle. Donc en 2025, il y avait un Dokusoudi, les Kéké, mis leur spectacle. Alors il y avait un Dokusoudi, les palais des Noirs, terrain Vito, qui est à Sipendo, ça me le fout. Il y a un Noir, Mola Naïdo, Simitidi, et Péla Nofosoro, Bidino, mais on le bon spectacle. Vous n'avez pas honte? Il y a eu terrain Vito, le fou, à Mola, on gradé, on dit, les Dokusoudi, et moi, Simiti, là, on met Bino, on a vu le bon spectacle. Vous n'avez pas honte?
de faire, de danser, tout ça. Mais il faut amener les gouvernants, hein, vous qui êtes proches des autorités, à faire des choses. Donc, ils sont des bons à rien. Mais dites-leur de vous construire des salles de spectacle. Franchement, tout bon, toi. Il a raison. Ils ont déjà tout vendu. Hein. Alors, on va parler du CHU Tocoin. Et on va se déporter un peu à partir du CHU Tocoin vers la RDC où nous sommes des médiateurs. On va comparer quelques infrastructures. C'est vrai que au Togo, on nous dit qu'il y a Dr Talafia. Bon, voilà, on nous raconte des histoires. Dr Talafia, ce n'est pas un hôpital public, c'est un hôpital qui est construit pour la minorité avec l'argent des travailleurs, qu'on gère comme une institution privée. Mais on va parler de CHU Sylvanus Olympio. CHU Sylvanus Olympio, il y a des Kémila pour les passer vidéo, le page Nyoutivaï, j'en ai passé des vidéos. C'est le plus grand hôpital du Togo. Le plus grand hôpital du Togo. Mais vous allez voir dans quel état se trouve cet hôpital. Vous allez voir dans quel état se trouve cet hôpital qui aujourd'hui s'enfonce, se détériore. Et nous, on dit, quand tu vas à l'hôpital, c'est pour aller trouver la guérison. Mais au Togo, quand tu vas à l'hôpital, certainement, c'est pour revenir malade. Et vous allez voir les images. Et voilà. CHU Togo, Sylvanus Olympio. Mais pas bien. Et les Somaliens, oui, c'est comme les Somaliens les réfugiés somaliens. N'enlevez pas l'image pour le moment, gardez ça le plus longtemps quand je fais les commentaires. Ça, c'est une partie du CHU Togo, ça. Les images sont récentes, ça date de cette semaine. On dirait des Somaliens, des réfugiés somaliens qui ont séché leurs habits sur une place. Ça, c'est l'hôpital, hein. Nous sommes à l'hôpital, le plus grand centre hospitalier du Togo, qui a le niveau d'un CHU. C'est ça. CHU Sylvanus Olympio. Mais quoi les gars, mais pas bien. Et même réfugiés, on ne peut pas maintenant confier. C'est comme un centre des réfugiés là, où des gens. Vous voyez ça? Quand on vous hospitalise ici, vous avez quelle chance de guérir? Regardez l'environnement, regardez le cadre. Nous sommes dans un hôpital, le plus grand du Togo. Regardez l'hôpital. Et des gens vont venir défendre ça. Les gens viendront vous dire, ah, on est en train de construire ci, on est en train de construire ça. Ok, mais si vous êtes en train de construire Dr Talafia, que vous gérez comme une structure privée, pourquoi vous ne rénovez pas le CHU Sylvanus Olympio? Parce que la majorité des Togolais se soignent ici. Là-bas, c'est la minorité qui se soigne. La majorité des Togolais, c'est ici qu'ils se soignent. Tous les services compétents, c'est ici qu'ils sont. Regardez le centre, le cœur même du CHU Sylvanus Olympio. Mais pour qu'on dit pas, mais là, qu'on dit que les miens, c'est le Togo, il n'y a pas mais mais c'est bien. C'est-à-dire qu'en termes même d'organisation dans un hôpital, on est incapable d'organiser les gens. Nous, quand on dit que on m'a pavé founon. Nous, quand on m'a dit drafounaro, on m'a dit boulafounon, on m'a dit pavé founon. On m'a dit deux fleurs au founon. On m'a dit si à calou le fait nous le founon. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Et pourtant, le CHU fait de l'argent. Tous ceux qui vont là-bas en consultation payent. Le CHU fait de l'argent. Regardez l'intérieur de l'hôpital. Il faut me balancer la deuxième photo. Là où, je ne sais pas, il y a les services, les couloirs là.
Ça, c'est la première photo. Il y en a plein d'autres photos. Et quand vous arrivez, vous allez là-bas tout à l'heure, c'est comme ça que ça se passe. Hein? CHU, CHU Tokouin, Yovo et tu as tout l'eau. Il va terminer. Fourassa, aéroport Béni, le site du CHU Tokouin, là, c'était l'aéroport. C'était l'aéroport à l'époque, à Lomé. Avant qu'on ne déplace l'aéroport vers le quartier de Baie, c'était l'aéroport. Hein, c'était l'aérodrome. Bon, disons c'était l'aérodrome. Le site du CHU, c'était l'aérodrome. Dans les années 35-40, c'était l'aérodrome. Hein? Et avant qu'on ne déplace l'aérodrome vers Baie, et on ne prenne le site là pour construire le CHU, pour construire l'hôpital. C'était l'aérodrome. Là-bas atterrissaient les avions. Ça, je le dis pour les jeunes qui ne le savent pas. Le site qui abrite le CHU Sylvanus Olympio, c'était l'aérodrome pendant la période française. Voilà. Et quand on a déplacé l'aérodrome, quand on a commencé par construire le CHU, construire l'hôpital qui est devenu après le CHU, Tokouin et tout ça. Mais regardez, si tu es malade aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, c'est ici qu'on va t'amener. Si on ne t'amène pas ici, on va t'amener au CHU campus. Tu ne peux pas aller à Dr Lafia parce que Dr Lafia, la consultation, c'est 10 000 ou bien 15 000, je ne sais même plus. Après, il faut déposer 500 000 francs de caution pour qu'on te traite. Dr Lafia, c'est ça. C'est un hôpital des riches. Ça, c'est l'hôpital des pauvres. Regardez comment ça est. Et les gens gouvernent ce pays depuis 60 ans, et certains depuis 20 ans. Sortez la deuxième photo. Ouais, ils ont juste voulu salir le nom de Sylvanus Olympio en attribuant son nom à ce mouroir. C'est tout ce qu'ils ont voulu faire. C'est tout. C'est tout. C'est pour salir le nom de l'ancien président. C'est tout. Sinon, tout ce qu'ils ont trouvé au Togo, c'est au CHU Sylvanus Olympio. Il faut donner le nom de Sylvanus Olympio. C'est ça. Donc, la technique va nous balancer la deuxième photo du CHU Togo. Vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est que notre pays. Et je ne sais pas quelle fierté nous avons à défendre des gens qui sont incapables d'équiper nos hôpitaux, nos centres de santé. Je ne sais pas quelle fierté on a à défendre des gens comme ça. Et des gens, ils meurent tous les jours pour un oui ou un non. Non, quand on dit, allez, gamlassi, on la coupe. Au matin, Dr Lafia, parce que Dr Lafia, voilà les couloirs de Tokouin. Vous voyez comment les gens sont couchés par terre? Cette photo, elle est récente. Vous voyez comment les gens sont couchés par terre? Les gens qui suivent les malades, vous voyez comment ils sont couchés par terre? Par terre. Et comme maintenant, Azipé qui dit à mon là, non, toi, les pas, mais attends, t'es pas malade, il n'y en a pas. Vous voyez comment les gens sont couchés par terre? Nous sommes à l'hôpital, le plus grand centre hospitalier du Togo. Regardez. Et on va vous montrer après les images d'un pays en guerre comme la RDC. Regardez. Ça, nous sommes à Tokouin. Voilà. Miracle. Amour, les diasporas, mais le Yovodé, ils ont les meilleurs soins au monde. Ils savent comment les hôpitaux sont à l'extérieur. Ils vont défendre ça. Mais quoi que les gens vont défendre ça. Les gens m'ont dit non, non, que le gouvernement fait des efforts. Un gouvernement ne fait pas des efforts. Un gouvernement est là pour donner des résultats. Le gouvernement, ce n'est pas une ONG pour faire des efforts. Un gouvernement est là. Les populations mettent de l'argent à la disposition du gouvernement, c'est ça qu'on appelle les impôts et les taxes. Et le gouvernement doit donner des résultats. C'est les ONG qui font des efforts, c'est les associations qui font des efforts. Un gouvernement perçoit l'impôt et les taxes, il fait une loi de finances, il a des objectifs, il doit avoir des résultats. Un gouvernement ne fait pas d'efforts. Un gouvernement, ce n'est pas une ONG. Mais pourquoi on dit mais pourquoi fait que tout le temps, on a soin là, mais pourquoi on a
Et quand on vous dit que les femmes accouchent par terre, là, les gens vont dire que non, c'est faux. Vous voyez comment les gens sont couchés par terre? Ils attendent leurs frères qui sont en soins. Il n'y a même pas de reposoirs. Il n'y a même pas de places. À mon lanignement les fous. Et vous imaginez la proximité. Quand tu vas au CHU Sylvanus Olympio, il n'y a pas de toilette publique. Ou quand tu as envie de te soulager, tu vas dans une toilette. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de reposoir. Il n'y a pas un endroit où tu peux aller faire tes besoins. Tu peux aller uriner. Il n'y en a pas. Déjà que le personnel même n'a pas suffisamment de toilettes. On ne va pas parler des malades, des visiteurs. Il n'y a pas de toilettes. Combien il faut pour mettre des toilettes publiques là-bas? Combien il faut pour mettre des reposoirs là-bas? Combien il faut pour mettre de la peinture, une couche de peinture là-bas? Combien il faut? Combien il faut? Maintenant, passez-moi les images de là où nous partons pour faire la médiation. RDC. Vous allez voir les hôpitaux que Tshisekedi est en train de construire. Tshisekedi est dans son deuxième mandat. Hein. Il n'a pas encore fait 20 ans. On peut tout le reprocher. On peut tout dire de Tshisekedi. On peut dire qu'il est ci, il est ça. Mais vous allez voir ce que Tshisekedi fait comme hôpital, les hôpitaux en RDC. Là où nous allons pour faire la médiation. Fikemi avait en médiation, il a quoi avec Kondio. Que ce soit Kinshasa, que ce soit à l'intérieur. Vous allez voir. Ça, c'est. Ouais, regardez cette image. Ça, c'est un hôpital qui vient d'être inauguré cette semaine. Cette semaine que Tshisekedi a inauguré ça. Ce n'est pas Kinshasa, c'est à l'intérieur de la RDC. Ça vient d'être inauguré par Tshisekedi cette semaine. Ça vient d'être inauguré par Tshisekedi cette semaine. À l'intérieur de la RDC. Ce n'est pas Kinshasa, c'est dans une ville secondaire de la RDC. Ça vient d'être inauguré. Cette semaine qui vient de finir à l'intérieur du pays. Ce n'est pas dans la capitale, à l'intérieur du pays, à l'RDC. Là où nous partons en médiation. Le son. Congo et Walo. Congo. Il est pas couloir Romea. Vous voyez dans les salles, ça c'est en RDC, là où nous partons gaspiller l'argent pour faire la médiation. Et c'est un hôpital qui est baptisé hôpital Tshisekedi, qui vient d'être inauguré par Tshisekedi cette semaine. C'est cette semaine qui est sur 50 hectares. C'est un hôpital qui est sur 50 hectares environ, inauguré par Tshisekedi. Cette semaine, à l'intérieur du pays, avec tout le plateau technique, tout. À l'intérieur du pays, voilà, équipé, tout. Cette semaine, c'est inauguré cette semaine, avec plusieurs blocs opératoires. Tout est nickel. C'est là où nous partons en médiation. En médiation. Mais on le voit, voilà l'hôpital. Voilà l'hôpital, environ 40, 45, 50 hectares. C'est tout l'hôpital, ça. Inauguré cette semaine. Pas Étienne, comment il s'appelle Tshisekedi, le fils. Voilà. Ces gens sont en guerre. Voilà les gens, voilà les dirigeants, malgré tout, qui s'occupent de leur pays, qui se soucient de leur pays. Voilà des gens qui savent qu'ils ont un mandat pour faire quelque chose. Voilà les scanners. Tout est nouveau. C'est la semaine, cette semaine. Félix Tshisekedi, voilà. Je le confonds avec son père. Félix Tshisekedi. Voilà. Tout est là. Les blocs, tout est là. Ça a été inauguré cette semaine. Ça porte le nom du président. Je m'en fous si ça porte le nom du président. Si Ford avait construit autant dans toutes les régions, il avait même mis hôpital Ford Nassimé, on va l'applaudir. Au moins, l'hôpital va rester pour le pays. Lui, il a donné son nom à l'hôpital. Mais regardez l'hôpital. Vous voyez les couloirs? Regardez les couloirs du CHU Toko et regardez les couloirs de cet hôpital. Ça, c'est un hôpital régional, dans une région. Vous voyez les couloirs?
Vous voyez l'environnement, vous voyez le cadre, vous voyez. Ça, c'est en RDC, là où nous partons en médiation. Ça, c'est la première vidéo. Mettez la deuxième vidéo, Kinshasa. Hôpital général de Kinshasa, vous allez voir ça. Hôpital général de Kinshasa, vous allez voir ça. Nouvellement construit. Toujours par Félix Tshisekedi. Nous sommes à Kinshasa. Ça, c'est l'hôpital général de Kinshasa. Je voudrais que la vidéo soit entière pour qu'on voit l'immeuble. L'immeuble, pour que les gens aient une idée de l'hôpital de Kinshasa, qui est nouvellement construit par le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi. On peut tout le reprocher. On peut dire tout ce qu'on veut. Voilà, les groupes électrogènes, tout est équipé. Tout est là. Ici, je pense que c'est la vidéo de... Non, ça c'est l'hôpital régional. Il faut remettre la vidéo de Kinshasa, s'il vous plaît. Ça c'est l'hôpital régional. Remettez la vidéo de Kinshasa. Ça c'est l'hôpital qu'on vient de voir. C'est bien de l'avoir mis en gros caractère. Mettez la vidéo de Kinshasa. Ça c'est un hôpital régional. Mettez la vidéo de Kinshasa. Et cet hôpital a été fraîchement inauguré cette semaine par Félix Tshisekedi. Et ça a été diffusé à Mondovision. Tout le monde a vu ça. Voilà. Mettez la seconde vidéo, celle qui est de Kinshasa. Quelqu'un disait dans les commentaires que tu vas dans cet hôpital, tu es à moitié guéri. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Némi les Brombe et Togoa et Mitingo Domi et Niamé tout protom tout est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne comprend pas. On ne mesure pas la gravité. On ne mesure pas le retard qu'on prend. On ne mesure pas le retard qu'on prend. La technique, est-ce que vous avez la seconde vidéo? On ne veut pas travailler. Nous sommes dans les futilités. On est dans la distraction. On est dans la fête. Ah ouais, donc la technique ne peut pas... Est-ce que vous pouvez mettre la vidéo du Bénin? Ah ouais, donc voilà, donc je vous fais économie des autres vidéos parce que la technique n'arrive pas à me le balancer. C'est pas grave, ça arrive. Mais voilà là où nous partons pour faire la médiation. Là où nous partons dilapider un peu de ressources qu'on a pour faire la médiation. Là où nous partons pour aller réconcilier les gens. Pendant ce temps, chez nous, nous sommes incapables de doter notre pays d'infrastructures pour permettre aux populations de se soigner. Nous partons en médiation. Pendant ce temps, nous avons des gens qui sont en prison, qu'on refuse de libérer. Les Omolou Jean-Paul, les jeunes de Tigre Révolution, les jeunes le jeune Affectio. Nous avons des gens qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, qui sont considérés comme des ennemis d'État. J'en fais partie. Olivier Ama en fait partie. Des gens dont les parents décèdent, ils ne peuvent même pas rentrer au Togo pour honorer leurs parents. Tikbi Assadam ne peut pas rentrer. Et Kofi Yamia ne peut pas rentrer. François Boko ne peut pas rentrer. Plein de Togolais de la diaspora ne peuvent pas rentrer au Togo aujourd'hui au risque d'être jetés en prison. Pendant ce temps, nous sommes les grands médiateurs ailleurs. Nous avons notre propre frère en prison depuis 15 ans. On refuse de le libérer. Mais on veut jouer aux bons offices ailleurs. C'est ça le système de dictature qui essaye d'utiliser, de faire de la distraction, parce que depuis quelques jours, vous allez voir des journaux comme les Jeunes Afrique, tout ça, petit, Fon Yassingbe est désigné médiateur en RDC, tout ça.
Pendant ce temps, dans son propre pays, il est incapable d'être en paix avec les membres de sa propre famille, d'être en paix avec ses compatriotes, d'être en paix avec des gens qui n'ont pas la même opinion que lui. Des gens aujourd'hui sont à l'extérieur. Quand ils ont un décès, ils ne peuvent pas rentrer. Quand ils ont un problème de famille, ils ne peuvent pas rentrer. Quand ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'un seul individu en a décidé ainsi. Et nous voulons rester là, les bras croisés, et dire oui, le Togo va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Ouais, le pays est rempli de motos et de tricycles, c'est ça. Le Togo, la pauvreté a un visage humain. Vous arrivez au Togo, ce qui vous frappe, c'est les motos et les tricycles. C'est devenu un pays de motos et de tricycles. C'est devenu un pays de motos et de tricycles. Et les tricycles qui font des dégâts partout. Et le pays est dans une pauvreté pas possible. On tire le pays vers le bas. Bientôt, les pluies vont commencer. Vous allez voir comment les quartiers seront inondés. Vous allez voir comment les quartiers seront inondés. Et ça ne préoccupe personne. Et quand on parle, les gens trouvent qu'on exagère. Quand on parle, les gens disent, ah oui, il y a ci, il y a ça. Non. Le patriotisme, le patriotisme, le patriotisme, c'est aussi se mobiliser pour plus de justice sociale, pour la libération des prisonniers, pour plus de la lutte contre la corruption. C'est ça aussi le patriotisme. Le patriotisme, c'est de se battre pour qu'on construise les hôpitaux. C'est de se battre pour qu'on construise les universités. C'est de se battre pour qu'on donne les bourses aux étudiants. C'est ça aussi le patriotisme. Il y a un étudiant qui m'a fait envoyer un truc par rapport à des problèmes à l'université. C'est tellement long que peut-être que je vais diffuser ça plus tard. Le responsable des étudiants qui a écrit au président de l'université par rapport à des problèmes qui se passent au campus universitaire. Et les étudiants togolais, moi je vous dis, hein, vous avez le choix, hein. Vous avez le choix de vous taire et de subir ce que vous subissez là, ou voilà, ou de vous réveiller. Je suis en train de chercher la lettre dans mon téléphone. C'est vrai que la technique l'a balancée. Ça a été écrit par cet étudiant courageux par rapport à certains dysfonctionnements sur le campus universitaire. Voilà, c'est comment il s'appelle, le président du CES, le SEET. Je ne sais pas comment il s'appelle, le président du CES là. Il s'appelle Bertin Bandiagou. Voilà. Il a écrit au président de l'université, la synergie des étudiants et des élèves étudiants de Togo a appris machin. Voilà. Voilà, c'est une lettre dans laquelle l'étudiant, à la suite d'un article sorti par un journal, saisit le président de l'université pour demander des comptes et tout ça, et pour demander un certain nombre de comptes aux responsables de l'université. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre pays. On n'arrive pas à s'en sortir. Et voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes
En gros, aujourd'hui, voilà les sujets que j'ai retenus pour vous. Voilà les sujets que j'ai retenus pour vous. Je pense qu'on vient de faire pratiquement 2 heures. C'est un peu long. Et voilà, nous devons avoir le sens des priorités et ne pas oublier l'essentiel. Ne pas oublier l'essentiel. Et dans la vie, on a besoin aussi de se distraire un peu, mais il faut qu'on passe à l'essentiel. Et notre pays est en retard sur tous les plans. Le dire n'est pas un crime. Le dire n'est pas de manquer de respect à quelqu'un. Le dire, ce n'est pas être opposant. Le dire, c'est parce qu'on a envie de voir un pays normal. Et donc, voilà les sujets que j'ai retenus aujourd'hui. Je vois dans les commentaires, des gens disent l'OTR. L'OTR, on en reviendra, ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps, on en reviendra. Et donc, voilà les sujets que j'ai tenu à partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en ai oublié un, mais sur ma fiche, voilà, il reste un dernier sujet, excusez-moi, un dernier sujet que je dois absolument échanger avec vous. Et je vais le faire à partir d'ici. Je demande à la technique de me passer l'image de ce don, le don de l'ambassade d'Allemagne. Voilà. Il y a l'ambassade d'Allemagne, voilà, l'ambassade d'Allemagne qui a fait le 17 avril dernier un don de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, à savoir 7,2 milliards pour les cantines scolaires dans la région de la Caraïbe des Savanes. Je vous lis rapidement. Lancement du programme d'alimentation scolaire au Togo à travers le PAM, jeudi 17 avril 2025. Programme financé par l'Allemagne à travers la coopération financière KFW, c'est l'équivalent de l'AFD, et le PAM. Voilà, la partie togolaise, c'est le ministère délégué auprès du ministre du Développement à la base, de l'industrie et de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, l'ANADEP, le gouvernorat de Kara, la préfecture de Kara, le maire de Kosa 1. Côté partenaire, il y a le PAM, il y a l'Allemagne. Et les objectifs du projet sont, je vous les lis rapidement. Objectifs du projet, la sécurité alimentaire des élèves, les bonnes pratiques alimentaires ainsi que la résilience de la production alimentaire locale dans le nord du Togo. Objectifs spécifiques, améliorer l'accès à une alimentation saine pour les enfants en milieu scolaire en fournissant des repas. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'éducation des enfants. Le taux d'abandon scolaire sera réduit grâce à l'incitation supplémentaire d'aller à l'école et les taux de fréquentation et d'achèvement des études seront améliorés. Ça, c'est les objectifs spécifiques. Les repas scolaires soulagent les familles sur le plan financier, réduisent la pauvreté et améliorent leur sécurité alimentaire. Renforcer la résilience et les capacités des petits producteurs agricoles en les connectant aux cantines scolaires, en contribuant au développement économique local. La production agricole sera améliorée à travers la distribution des intrants agricoles, des formations et l'accompagnement technique. Promouvoir l'inclusion sociale, l'autonomisation des femmes. Alors, information sur le projet. Le don est de 11 millions d'euros, soit 7,2 milliards de francs CFA. Région des Caraïbes des Savanes. Bénéficiaires, 110 écoles ciblées, 28 000 élèves. 8 250 agriculteurs et producteurs agricoles, 1000 membres d'associations de transformation, durée 2025-2028, 4 ans. Donc, vous voyez comment nous nous infantilisons. C'est l'Allemagne, l'ancienne puissance colonisatrice, qui a quitté le Togo en 1914. C'est ça, non? L'Allemagne est partie en 1914. Même si on a des relations, ils sont avec nous. Ils sont partis en 1914. Et quand ils étaient au Togo, on était la Bundescolonie, une colonie modèle. Et donc, c'est l'Allemagne qui revient donner de l'argent pour qu'on nourrisse les enfants qui doivent aller à l'école. C'est l'Allemagne qui donne l'argent pour qu'on puisse faire un repas chaud à manger par jour aux enfants de la région de la Kara, donc la région
du président de la République, la région d'où viennent les 2 derniers présidents du Togo qui ont régné pendant 60 ans, où les gens sont des milliardaires, où les gens se sont enrichis dans les caisses de l'État. Les enfants de cette région sont tellement pauvres qu'ils désertent l'école. Donc c'est l'Allemagne qui donne l'argent pour qu'on prépare aux enfants à manger pour qu'ils puissent aller à l'école. Parce que le seul moyen d'obliger les enfants d'aller à l'école, c'est qu'on doit leur préparer à manger. C'est-à-dire si les enfants savent qu'il y a à manger à l'école, ils vont aller. S'il n'y a pas à manger, ils ne vont pas aller à l'école. Mais dans cette région-là, la région de la Kara, on peut lister les milliardaires, entre griffes, les gens qui sont devenus milliardaires seulement en puisant l'argent dans les caisses de l'État, en commençant par la famille Gnassingbé. Donc, normalement, 7 milliards-là, on peut les prendre chez les Gnassingbé, on peut les prendre chez les Pekemsi, on peut les prendre chez, je ne sais pas, les Patassé, on peut les prendre chez les Palichala, on peut les prendre chez les Ingrid, on peut les prendre chez les Tchordier. C'est-à-dire, tous ces gens-là, si on les met dans une seule salle, on va récupérer chez eux 7 milliards pour nourrir les enfants. Si on prend tous ces gens-là, on les met, les Boubessi, tout ça, si on prend tous ces gens-là, on les met dans une seule salle, on peut récupérer séance tenante. C'est comme on a fait la dernière fois, tapoter là. Si on leur dit tapoter, séance tenante là, on va prendre les 7 milliards dans leur poche. Ils ont ça à la maison. Ils ont les 7 milliards à la maison. Parce que leur argent, à part ce qu'il y a à l'extérieur, le reste c'est dans leur maison. Si on va chez eux là, où on veut leur faire les poches, comme ils ont fait les poches de la République, on va prendre les 7 milliards. Tout de suite, séance tenante. Vous savez, la Corée du Sud, vous savez comment la Corée du Sud s'est développée? Au sorti de la guerre, les premiers pouvoirs qui étaient en Corée du Sud ont interpellé tous les riches sud-coréens. Ils les ont mis dans une salle. Ils ont mis les armes à côté. Ils ont dit, tout l'argent que vous avez mis à l'extérieur, il faut le ramener. Vous le ramenez ou on va vous zigouiller. C'est comme ça que les gens ont ramené l'argent et ils ont commencé par investir et ils ont commencé par sortir les grands groupes qu'on voit, les LG, les Samsung, et tous les grands groupes coréens. C'est comme ça que les militaires coréens ont redressé dès le départ le pays. Au Togo, si on met tous les voleurs de la République là dans une seule salle et on leur dit, les enfants de vos villages n'ont pas de quoi manger, mais vous êtes des milliardaires. Chacun dépose 2 milliards, 2 milliards. C'est soit ça ou soit la prison. Ils vont sortir l'argent et on va nourrir les enfants. Mais aujourd'hui, c'est l'Allemagne, l'ancienne puissance colonisatrice, qui vient donner 7 milliards pour faire de la nourriture à manger aux enfants à l'école. Dans une région où les gens se frappent la poitrine, qui sont des milliardaires. Dans une région où les gens disent, je suis milliardaire. Mais les enfants de cette région n'ont pas de quoi manger à l'école. Vous prenez la région des savanes, puisque le projet couvre les 2 régions, région des savanes. Vous prenez Barké, vous le déposez, vous le retirez l'argent. Vous prenez les Bagnans, tout ce qu'ils ont, vous retirez ça. Vous prenez les Damipi, vous retirez ça. Tous ces gens-là qui ont volé l'argent de l'État, vous prenez ça. Vous nourrissez tous ces enfants. C'est ça le sens de la révolution. Vous nourrissez ces enfants-là. Mais aujourd'hui, ce sont les Blancs qui viennent pour nous donner l'argent pour nourrir nos enfants. Et nous sommes là, nous disons que nous sommes souverains. Que nous sommes souverains. Nous ne voulons pas qu'on nous donne des ordres, on est souverains. Vous êtes souverains et vous êtes incapables de nourrir vos enfants à la maison. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui prend. C'est ça, non? Vous êtes souverains et vous êtes incapables de nourrir vos enfants. Même dans les 7 milliards, là, les gens ont détourné ça. Vous attendez, vous allez voir. Les 7 milliards que l'Allemagne a mis là, les gens vont faire le schéma. Les Camerounais appellent ça schéma. Ils vont détourner une partie. Les gens qui sont dans les histoires de ministère de développement, la base, ANADEB, tout ça là, c'est des voleurs de la République. Les gens qui sont dans les structures là, développement, la base, ANADEB, je ne sais pas quoi, c'est des voleurs de la République. Et j'ai déjà vu les cantines scolaires dans d'autres régions, notamment dans les régions d'Atakpamé, de Thiévier. Si vous voyez les assiettes dans lesquelles les enfants mangent,
je ne sais pas si la technique a des images. Vous voyez les assiettes dans lesquelles les enfants mangent. On va appeler la robe à banque, la cimée. Peut-être robe à banque, les plats là, c'est 50 francs. Ils vont dire qu'ils ont acheté ça à 200 francs, 300 francs. Ils font de la surfacturation. Si vous voyez les assiettes dans lesquelles les enfants mangent, même les chiens ne mangent pas dans ces assiettes-là. Dans leur maison, leurs chiens ne mangent pas dans ces assiettes-là. Si la technique peut me chercher les images des cantines scolaires, là, vous allez voir les assiettes dans lesquelles les enfants mangent. Même leurs chiens à la maison ne mangent pas dans ces assiettes-là. Mais les assiettes-là, ils les ont achetées dans le projet. Si une assiette coûte 50 francs, parce que Rabagban, c'est 100 francs ou 50 francs, ils vont dire qu'ils ont acheté ça à 500 l'unité. C'est comme ça qu'ils font les surfacturations. Là, ils disent que ce sont les coopératives qui vont alimenter et qui vont fournir les aliments qui seront préparés aux enfants. Vous allez voir que le choix même de ces coopératives va causer des problèmes dans cette région. Les gens vont choisir des coopératives qui sont proches d'eux, ils vont choisir leurs cousines. Ils vont dire aux gens, oui, il faut monter une entreprise et on va transformer ça en coopérative, on va te donner le marché. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont commencer par passer les coups de fil à leurs proches, à leurs amis, à leurs cousines. Ah, est-ce que tu n'as pas une coopérative? Est-ce que tu n'as pas des gens qui ont des coopératives? Et c'est comme ça qu'ils vont se partager l'argent. C'est ça le Togo. Le blanc lui a déjà donné les 7 milliards. Maintenant, ces 7 milliards-là, ça va être la catastrophe. Et vous allez voir la nourriture qu'ils vont préparer aux enfants. On a dans nous, on a sorte de cas, c'est-à-dire un petit poisson, ils vont mettre dans la sauce. Ils vont mettre un petit poisson dans la sauce. Et ils vont donner ça aux enfants. Et vous voyez les enfants, ils mangent ça, ils ont les ventres ballonnés comme ces gens qui ont les cochons. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, notre problème en Afrique, c'est nous-mêmes. D'abord, on parlera des Blancs après, c'est nous-mêmes d'abord. Notre problème en Afrique, c'est nous-mêmes d'abord. Vous trouvez normal que dans cette région de la Kara et du Dapaon, les gens qui ont géré la République sont des milliardaires et il y a des enfants qui n'ont pas de quoi manger à l'école? C'est le Blanc qui est responsable. C'est le Blanc qui est responsable de ça. Dans cette région où les gens se sont enrichis en gérant seulement la fortune publique. Vous savez combien les Nyasingbe ont comme fortune? Vous savez combien les Nyasingbe là, vous savez combien ils ont comme fortune? Vous savez pourquoi ils se tirent dessus? Vous savez pourquoi ils se tirent à l'arme lourde dessus? Vous savez combien ils ont comme fortune? En 2011-2012, même avant, j'avais fait un article sur la fortune des Yadema qui oppose Pachaïfo Nyasingbe à Lausanne. Nous sommes à 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards CFA que Yadema a planqué à Lausanne. Nous sommes à 3 000 milliards de francs CFA que Yadema a planqué à Lausanne. J'ai fait un article dessus, détaillé. Je suis allé voir Bacha en prison, je lui ai posé la question, il a souri, juste pour acquiescer ce que j'ai dit. C'est un article que j'avais écrit, vous pouvez retrouver ça sur Internet. C'est ça qui est le problème entre eux. Parce que c'est les deux qui ont la signature sur le compte. Si l'un meurt, l'autre prend l'argent. On est à la hauteur de 3 000 milliards, presque la dette du Togo. Sans compter l'argent qui a été entreposé au Vatican. Beaucoup d'argent au Vatican que Faure Nyasingbe a récupéré. Il a trouvé un deal avec le Vatican, il a récupéré, le Vatican a pris son pourcentage. Beaucoup d'argent. Singapour, en Allemagne, dans les entreprises comme Mercedes-Benz, tout ça. Et on n'a pas d'argent pour nourrir les enfants qui sont dans la région de la Kara là-bas. D'où ils proviennent, eux-mêmes ils sont. L'article que j'ai écrit il y a 12 ans sur la fortune qui était au cœur de la dispute entre Pachaïfo, je vais vous sortir ça un jour, vous allez voir ça. Et cet argent est là. Si entre-temps, les Blancs ne bloquent pas ça, pendant ce temps, votre peuple souffre. Il y a un responsable qui a travaillé à une régie financière au Togo et qui est mort après. C'était un homme en Suisse, en France. Quand il n'était plus aux responsabilités, on lui a demandé de justifier l'argent. Il n'a pas pu justifier. Les Blancs ont gardé l'argent. On parle de milliards. Pekemsi, l'ancien DG de la Lonato, il a sa fortune au Canada. Sa fortune est au Canada, tout comme d'autres.
sa fortune au Canada, actuellement. Ils n'arrivent même pas à évaluer la fortune. Les seuls enfants qu'ils ont ne sont pas capables d'évaluer la fortune. C'est les Blancs qui roulent sur ça. Dans le village de ces gens-là, les gens n'ont pas de l'eau à boire. Il y a les nouveaux riches aussi qui convoient l'argent au Canada. Tous les jours, ils sortent l'argent au Canada. Peuple togolais, jeunesse togolaise, si vous ne vous réveillez pas, c'est-à-dire, les 7 milliards, pour ces gens-là, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. 7 milliards, c'est une goutte d'eau. On pouvait facilement récupérer cet argent-là pour construire des écoles, des universités, des centres de santé, nourrir les enfants qui vont aller à l'école, qui vont devenir demain des cadres pour ce pays, des cerveaux pour ce pays, de grandes compétences pour ce pays. Mais des individus ont pris cet argent, ils le sortent du pays, ils vont le mettre chez les Blancs. Et ils viennent vous dire qu'ils sont souverains. Quand l'Allemagne vous donne 7 milliards pour nourrir vos enfants, en quoi vous êtes souverain? En quoi vous êtes souverain? Jusqu'à une récente période, c'est l'ambassade de France qui renouvelle la morgue de Cara. J'avais déjà dit ça plusieurs fois. Je ne sais pas s'il continue. C'est l'ambassade de France qui renouvelle la morgue de Cara. C'est-à-dire même les cadavres là, nous ne sommes pas capables de construire une morgue pour garder les cadavres. C'est le Blanc qui met l'argent pour qu'on construise la morgue pour garder nos cadavres. Vous trouvez que c'est normal? Et même dans ça, ils vont voler. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui donne l'argent pour les municipalités, les communes. C'est l'Allemagne qui construit les communes. C'est l'Allemagne qui construit les communes. Qui construit en tout cas certaines communes. Qui débloque de l'argent pour construire les communes. Pour former les conseillers municipaux. L'Allemagne qui a quitté le Togo en 1914. Les bâtiments qu'ils ont laissés, nous sommes incapables de les entretenir. Et vous voulez qu'on parle de quoi? Donc, nous devons nous réveiller. Donc, Fonya Singbe, il n'a aucune priorité au Togo. C'est pour ça qu'il part en médiation. S'il peut même aller en médiation en Afghanistan, il va aller. S'il va aller faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie, il va aller. Tout ce qu'il peut faire. Pour qu'on oublie ce qui se passe dans son pays, il va le faire. Même s'il faut aller acheter la médiation, il va débloquer l'argent pour acheter la médiation. Pour qu'on cesse de parler de ce qui se passe dans son pays. C'est ça, la méthode. Son père faisait autant, il en fait de même. Donc, il en fait de même. Donc, tout ce qui se passe dans son pays, il s'en fout. Voilà, les gens peuvent mourir en prison. Les gens peuvent être interdits de rentrer au pays. Mais lui, il part en médiation. Si Vladimir Poutine et son cousin Zelensky disent « Ah, on cherche un médiateur », il va aller là-bas. Si les talibans disent « On cherche un médiateur », il va aller là-bas. L'essentiel, c'est que lui, il existe sur la scène internationale. Qu'on parle de lui dans les journaux, ce qui se passe dans son pays, il s'en fout. Est-ce que vous posez la question de savoir, quand il part en médiation en RDC, qui paie la facture? C'est l'Union africaine qui paye ou c'est l'État togolais qui paye? Quand il va faire décoller son jet privé, qui paye le carburant? Qui paye le séjour? Pendant ce temps, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux. Les enfants n'ont pas de quoi manger pour aller à l'école. C'est ça la réalité du Togo. C'est ça la réalité du Togo. Donc, voilà. Donc, moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. On a fait 2h30, je pense que c'est suffisant. Les sujets que j'ai... Oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, les sujets que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui, comme ce n'est pas des sujets d'actualité, parfois c'est des sujets qui ne périment pas, on peut les remettre le dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Et donc, je tiens à vous souhaiter une joyeuse Pâques, une très bonne semaine, et que le Seigneur ou la Providence nous donne tellement de lucidité, nous donne tellement de sagesse. Il est dit dans le livre d'Osée que mon peuple meurt faute d'intelligence ou de connaissance. Que le Seigneur nous donne de la connaissance pour que nous fassions la part des choses. Ceux qui dirigent nos pays ne sont pas des dieux, ce sont des dirigeants. Ils sont au service de la République. Nous avons le droit, le devoir de les interpeller.
Nous avons le droit et le devoir de les interpeller. Quand rien ne va dans la République, c'est eux que nous devons interpeller. C'est nous qui les entretenons. C'est avec nos impôts que nous les entretenons. C'est avec l'argent des taxes qu'on les entretient. Donc, quand nous ne nous sentons pas bien, quand nous allons dans les hôpitaux, nous ne soyons pas bien, quand nous n'avons pas d'école, nous avons la responsabilité de les interpeller. Les interpeller, ce n'est pas leur manquer de respect. C'est de leur manquer rien du tout. Donc, on se retrouvera le 27 avril pour parler, pour continuer par parler du Togo. Et j'espère qu'on se retrouvera tous en bonne santé et que la Providence nous garde. Merci à vous tous pour ce temps passé avec moi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Tous ceux qui étaient branchés, les 2500 personnes sur TikTok, presque 400 personnes sur YouTube et Facebook, je ne sais pas trop, plus les sites intermédiaires qui ont diffusé tout ça en direct. Je vous dis merci et on se retrouve dimanche prochain. Je vous laisse avec cette chanson de Bella Bello. Voilà. Jinyepe malon wotege aleke kalesike nano namola nye mango beko bedewo yato kwiple mama wo tosinwa ride nyi baladadi na nye kliwosia no wonye na nye kliwo azo vendiebe Yaswasi a tui vieux Jinyepe